bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali, je suis journaliste indépendant et chroniqueur. Aujourd'hui, je voudrais parler de cet accord entre la Mauritanie et l'Union européenne. Un accord qui a fait énormément de bruit depuis quelques jours. Débats auxquels ont participé ou se sont fait inviter des Mauritaniens de tous horizons. Parfois des journalistes, parfois des responsables politiques, parfois certains appartenant à la classe intellectuelle et beaucoup donc d'opposants au régime actuel. Moi, j'interviens de plus en plus souvent parce que j'interviens simplement lorsque un problème se pose et lorsque il y a, pour certains, une incompréhension dans les tenants et les aboutissants de ce problème. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'accord qui lie notre pays à l'Union européenne. Bien sûr que je vais passer par le contexte et le cadre légal de ces accords. Ben, je vais commencer d'abord par donner à ceux qui ne l'ont pas une idée donc de l'accord qui a été conclu avec l'Union européenne. Et si vous voulez, on peut l'appeler le partenariat Union européenne-Mauritanie de 2024. C'est un accord extrêmement important pour notre pays, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il est important pour notre pays parce que c'est un accord qui touche à quelques domaines dont on a toujours parlé, c'est pas nouveau. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc cet accord de février 2024 encourage une initiative Équipe Europe qui vise à développer l'hydrogène vert en Mauritanie, à la fois pour un usage local et pour son exploitation, ce qui va donc générer des emplois et permettre des revenus aux caisses de l'État. Ensuite, cet accord prévoit une autoroute qui relierait la ville de Nouadhibou à celle de Nouakchott. L'accord prévoit également donc, la mise en place d'une ligne électrique de transport d'énergie de haute tension de 1400 km de Nouakchott à Nema, avec des postes de transformation et une centrale solaire à Kifa. Et des postes de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va passer de la haute tension à la moyenne, et puis après la moyenne, on va passer à la basse tension. La basse tension, cela veut dire que chaque maison pourra avoir l'électricité à partir de son compteur. Donc c'est un projet extrêmement important pour développer cette zone de la Mauritanie qui, vous savez, est une zone éloignée d'abord du centre important de production de l'énergie et ensuite qui est dans les besoins parce que son développement va à pas de tortue. Il y aura également avec cet accord un appui supplémentaire pour la sécurité dans le cadre de la facilité de soutien à la paix, parce que vous savez que notre pays est dans une position stratégique, mais notre pays est pris en tenaille par des pays où la sécurité fait défaut parfois. Alors notre pays est un pays qui doit se protéger, c'est tout à fait normal, parce que ça c'est quelque chose de gagné pour chacun d'entre nous, de vivre dans un pays où il y a la paix et la sérénité. On accorde bien 210 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2024 pour soutenir le collège de défense de Nouakchott en assurant une formation d'officier supérieur de l'armée pour les années académiques 2023-2025. Il faut dire aussi, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que le collège de défense de Nouakchott est un établissement de formation académique militaire qui est devenu en quelques années seulement une référence et pour l'Afrique et pour même l'Asie et pour l'Europe, parce qu'il y a des officiers supérieurs des pays africains qui étaient très avancés et plus avancés que nous dans le domaine de la sécurité militaire, qui envoient leurs officiers supérieurs pour la formation, pour renforcer leurs capacités ou leurs spécialités. Donc c'est extrêmement important que le Collège de défense, qui est une structure de formation académique importante, et pour la Mauritanie, et pour ses voisins, et pour les pays
qui ne disposent pas de telle structure, donc d'avoir de très bonnes relations avec notre pays. Parce qu'il faut reconnaître à l'armée mauritanienne que c'est une armée de métier, c'est des professionnels. Ils ont montré leur capacité. L'armée est capable donc de surveiller de façon rassurante l'ensemble du territoire national. Et puis l'accord va doubler l'aide humanitaire, y compris l'aide aux réfugiés maliens donc en Mauritanie. Et puis enfin, il va s'attaquer aux causes profondes de la migration en soutenant les compétences et les opportunités d'emploi pour les jeunes. Donc, voilà un peu le résumé, les points de cet accord qui nous lie à l'Union européenne. Je ne sais pas pourquoi, le pourquoi d'une campagne comme celle-là. Et c'est tout le monde qui s'intéresse donc à l'accord signé entre la Mauritanie et l'Union européenne. Les Mauritaniens, je l'ai dit, ils doivent faire attention. Ils doivent très bien faire attention parce que il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et c'est pourquoi, dans cette rubrique, je vais essayer d'attirer leur attention sur des problèmes qui sont liés à cette campagne orchestrée contre la Mauritanie, qui pourrait nuire à notre pays si elle est épaulée. Parce que certains se sont lancés dans la campagne anti-accord entre l'Union européenne et la Mauritanie, sans savoir d'ailleurs pourquoi, et sans savoir les tenants et les aboutissants de cet accord. Les relations entre l'Union européenne et la Mauritanie ne sont pas des relations qui datent d'aujourd'hui. Ces relations rentrent dans un cadre institutionnel, régional et international. Il y a le protocole donc de la CEDEAO qui est relatif à la liberté de la circulation des personnes et des biens et le droit de résidence et d'établissement. Il y a la Convention de Genève de 1951. Elle est relative au statut des réfugiés, révisée en 1963, et son protocole de 1967 et celui de 1987. On se réfère à des actes législatifs qui concernent donc le cadre légal de cette convention. Et puis vous avez la Convention de l'OUA de 1949 régissant les aspects propre des réfugiés en Afrique, qui a été un peu retouché en 1972. Et vous avez la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles additionnels de 2005 qui sont donc applicables. En ce qui concerne le cadre législatif national, il y a le décret de 2005-022 du 3 mars 2005 fixant les conditions d'application des conventions internationales relatives aux réfugiés. Vous avez le décret 64-169 du 15 décembre 1964 portant le régime de l'immigration en Mauritanie. Le journal officiel de référence est le journal du 20 janvier 1965. La loi 65-046 du 23 février 65 portant les dispositions pénales relatives au régime de l'immigration. Et puis vous avez le décret 65-110 du 8 juillet 1965 portant modification de l'article 3 du décret de 1964. Le journal officiel de référence est celui du 18 août 1965, et vous avez la loi 2010-21 de 2009 sur le trafic illicite des êtres humains. Donc, nous avons là un ensemble d'instruments juridiques qui constituent le cadre légal régional et international des accords cadres qui nous lient avec l'Union européenne. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, et d'ailleurs, tous les textes que nous avons vus, en tout cas en ce qui concerne le cadre législatif national donc, de notre pays, tous ces accords, donc, ils ne datent pas de l'époque du président actuel, Ghazouani. Ils datent de 1958 et puis il a été revu quelques années plus tard par des accords qui entrent dans le cadre donc, des relations qui lie la Mauritanie à des partenaires. Vous avez l'accord de 2002
C'est un document de stratégie qu'on appelle stratégie pays entre l'Union européenne et la Mauritanie, qui couvrait la période de 2001 à 2007 et le 9e FED. J'ai dit tout ça parce que donc, cet accord de 2024 n'est pas nouveau, c'est un accord comme tous les autres, mais il va en renforçant peut-être les relations entre l'Union européenne et la Mauritanie, et un renforcement qui va dans le bon sens. Alors pourquoi les gens sont en train de crier au scandale? Est-ce qu'il y a un scandale? Et s'il y a un scandale, quel est le scandale? Moi je crois plutôt que oui, il y a un scandale. Il y a un scandale parce que ce sont ces Mauritaniens qui sont en train de dénoncer un accord dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, qui sont le scandale. Et ils sont le scandale parce qu'ils ne savent pas que la Mauritanie est un pays actuellement dans le collimateur d'intérêts qui ne sont pas avoués. Parce que vous savez qu'avec la percée de l'Union soviétique au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, en Centrafrique et dans les autres pays, l'Érythrée, le Zimbabwe, la Somalie, Moscou a cherché à ancrer son influence en Afrique. Et elle veut se poser comme un rempart contre le néocolonialisme supposé des Occidentaux. Moscou ne le cache pas. Moscou veut bien s'imposer maintenant en Afrique comme un rempart, c'est-à-dire un système de défense contre des Occidentaux. Donc, on est là dans un environnement géostratégique et politique qui fait que la Mauritanie est un pays qui peut être pris pour cible. Mais la Mauritanie ne peut pas être prise pour cible de façon directe. Par des campagnes comme celle-là qui se sont dégagées spontanément sur un accord qui n'a rien d'extraordinaire. Il y a là une campagne qui est orchestrée contre la Mauritanie et contre ses intérêts. L'intérêt de la Mauritanie, c'est d'avoir les Mauritaniens qui sont solidaires entre eux et qu'ils sont solidaires pour la politique de la Mauritanie quand cette politique est positive pour le développement du pays. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? Je l'ai dit parce que la Mauritanie, son président et son ministre de la Défense sont pris à partie par les ennemis de cette stabilité politique qui est maintenue entre la Mauritanie et l'Europe de façon générale, entre la Mauritanie et la France de façon particulière et entre la Mauritanie, l'Espagne et l'Italie d'autre part. La Mauritanie est la dernière escale avant d'entrer en Espagne et elle a la lourde responsabilité d'abord d'assurer sa propre sécurité et de veiller à ce que donc, le flux des Africains qu'elle ne peut pas refuser sur son territoire à cause des accords et des instruments juridiques signés par notre pays, elle est obligée de faire attention. Et aussi, les Mauritaniens qui parlent de n'importe quoi sans savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire, ils doivent aussi, eux, faire attention. Ils doivent faire attention, pourquoi? Alors, je vais vous faire écouter des éléments vidéo qui peuvent vous aider peut-être à mieux comprendre. Il y a quasiment un an jour pour jour, le 26 juin 2022, le dernier paragraphe d'un article d'Associated Press, repris dans de grands médias américains dont le Washington Post et Voice of America, attirait mon attention. Sous le titre « En tant qu'hôte du sommet, l'Espagne exhorte l'OTAN à surveiller son flanc sud », l'article nous parlait du concept stratégique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qualifié de, je cite, « document de travail le plus important après le traité lui-même signé en 1949 ». Que disait donc ce fameux paragraphe? Je cite. Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, une ancienne colonie française en Afrique de l'Ouest, est également invité à assister à un dîner de travail de collègues ministres des Affaires étrangères au sommet de l'OTAN. L'OTAN a déclaré que le pays, qui borde le Sahara occidental, l'Algérie, le Mali et le Sénégal, était étroitement associé aux travaux préparatoires du nouveau concept stratégique
Fin de citation. Vous conviendrez avec moi que la Mauritanie, c'est vraiment très loin de l'Europe de l'Est. Alors, qu'était-elle allée faire autour de la table pour élaborer le concept stratégique de l'instrument de l'expansionnisme militaire occidental par excellence qu'est l'OTAN? Dans la prétendue lutte contre le terrorisme, les Occidentaux avaient mis en place le G5 Sahel, un instrument totalement bidon, jamais doté ni des fonds ni des équipements nécessaires pour gagner, grâce auquel le marionnettiste français avait la main sur l'action militaire du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Mauritanie dans la région. Mais au lieu d'aller lutter contre les terroristes, les chefs d'État du G5 Sahel, sur instigation de la France, étaient plus occupés à combattre les nouvelles autorités maliennes qui ont décidé de défendre vigoureusement leur pays et de reconquérir leur territoire, ce qui n'arrange pas les affaires ni des Américains ni des Français. Alors, quand le colonel Goïta a annoncé le retrait du Mali de l'organisation en mai 2022, les USA ont décidé de reprendre la main sur un dossier que la France s'est montrée incapable de gérer. Et c'est ainsi qu'apparaît le gouvernement d'apartheid mauritanien à la table et dans les plans de l'OTAN. Un pays qui, par sa position géographique stratégique, relie non seulement le Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, mais est situé en face des îles Canaries. Le 23 juin 2023, un an après le fameux sommet de l'OTAN en Espagne, on apprend la signature à Nouakchott d'une lettre de coopération entre l'OTAN et le Collège de défense du G5 Sahel. Aucun détail n'a été rendu public, mais il a été signé au terme de 5 jours d'échanges et de conférences sur l'OTAN, sur l'agressivité de la Russie, la montée de la Chine, la lutte contre le terrorisme, l'évolution de l'ordre international, le rôle des États-Unis, les organisations de sécurité régionale, y compris en Afrique, etc. Alors, moi, j'ai toujours pensé, et d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une autre chronique, et je suis persuadé que je ne me trompe pas, il y a peut-être deux problèmes qui ont mis la Mauritanie dans cette situation. Dans quelle situation? Dans la situation où elle est un peu menacée. Elle est menacée par des ennemis. Des ennemis qui sont extérieurs et qui s'appuient sur des ennemis intérieurs pour que la Mauritanie ne connaisse pas une stabilité. Et ça, c'est très important à savoir. Peut-être donc deux éléments qui l'ont poussé. D'abord, il faut revenir beaucoup en arrière pour savoir que la Mauritanie avait voté aux Nations Unies cette résolution demandant à la Russie d'arrêter les hostilités envers l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire diplomatiquement? Ça veut dire que donc la Mauritanie se montre plus proche de l'Ukraine. C'est tout à fait normal parce que vous savez que nos intérêts avec l'Ukraine sont très importants et les échanges avec donc ces pays aussi sont très importants, surtout dans le domaine de la pêche maritime. Le deuxième élément qui a peut-être aussi renforcé cette animosité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français parce que moi le français je le maîtrise pas, contre la Mauritanie, c'est peut-être ce que avait dit le président de la République interrogé. La Mauritanie partage environ 2300 km de frontière avec le Mali, qui à l'inverse de votre pays subit des attaques récurrentes. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Bien sûr. D'abord, si cela ne faisait mal qu'au Mali, ça m'inquiéterait, parce que le Mali est un pays quand même frère, ami. La présence de menaces de ce niveau au Mali constitue en soi-même une menace pour mon pays. Certains de vos voisins, pour répondre à la menace terroriste, ont décidé d'inviter des mercenaires russes sur leur territoire pour les aider. Est-ce que c'est une solution pour vous? Lesquels? Si vous parlez du Mali, le Mali, pour nous, est un pays souverain. Nous espérons que les partenariats qui sont faits dans ce sens puissent obtenir des résultats effectifs et que ces résultats, s'ils sont obtenus, le soient
tout en respectant les droits de l'homme. Mais en ce qui concerne une décision souveraine pour le choix d'un partenariat quelconque avec un pays, là, nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. La Mauritanie a-t-elle déjà été approchée par Wagner? Si tel était le cas, envisageriez-vous de collaborer avec eux? Je vais revenir un peu en arrière pour revenir à notre effort dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dont on parlait tout de suite. Et je vous dis qu'une constante de cet effort consiste en le fait de compter d'abord sur nos propres moyens. Monsieur le Président, dans le présent, est-ce que vous avez été approché par Wagner? Non. Si tel était le cas, envisageriez-vous de collaborer avec Wagner? Ce n'est tout simplement pas le cas. Si la possibilité se présentait, quelle serait votre réaction? Nous sommes un pays souverain, nous n'avons pas de force étrangère, nous restons comme ça? Ou ce serait une possibilité? Nous sommes un pays souverain, nous restons comme ça. Vous n'envisagez pas une collaboration avec Wagner? Je vous dis que non. La Mauritanie n'a pas besoin de mercenaires pour l'appuyer dans la sécurité de cette zone du pays, parce que notre armée s'est montrée toujours capable de le faire. Le président de la République et son ministre de la Défense sont peut-être dans le collimateur des gens mal intentionnés. C'est fort possible. Bon, je ne peux pas l'affirmer catégoriquement, mais c'est fort possible. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Le problème de la sécurité en Mauritanie, il repose sur les épaules du général Hanan Naoursili, qui est actuellement donc, ministre de la Défense. Il repose sur lui parce que c'était d'abord très bon officier, c'est un excellent officier, et il sait ce qu'il faut pour la Mauritanie. Il sait ce qui va régler le problème de la Mauritanie. Il sait comment la Mauritanie va pouvoir se tirer de cette situation ou de ne pas rentrer, ce qui va permettre à la Mauritanie de ne même pas rentrer dans cette situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il le sait très bien. Il le sait parce que d'abord c'est un stratège, c'est un excellent officier. C'est un stratège, un sahélien, un excellent officier. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses qualités professionnelles qui le disent, parce qu'il y a des officiers qui ont fait des formations, maliens, sénégalais, guinéens, ghanéens, tout ça, qui ont fait des formations avec lui au Maroc, et qui savent très bien donc les capacités de cet officier hors pair. Et la politique qu'il a mis en place n'est pas une politique qu'il a pris au hasard, parce qu'il a travaillé avec son chef d'état-major de l'époque, qui est Ghazouani, l'actuel président de la République. Donc, nous avons deux personnes, le président de la République et son ministre de la Défense, qui connaissent parfaitement bien la donne de la sécurité dans le Sahel. Ils connaissent parfaitement bien cette donne et ils savent parfaitement bien quelle peut être la solution et ils savent parfaitement bien ce qu'il faut éviter. Et donc, si dans leur politique, ils ont agi comme ça, cela veut dire que c'est dans l'intérêt de la Mauritanie. En tout cas, si le président Ghazouani l'a dit, qui a été 10 ans durant chef d'état-major de la Mauritanie, donc en charge de la sécurité d'une zone extrêmement importante, donc il parle en connaissance de cause. Bon, maintenant, je pense que les Mauritaniens doivent bien faire attention avec cette campagne qu'ils sont en train de lancer, sans savoir pourquoi. Alors, nous allons décortiquer des éléments qui peuvent peut-être nous aider à mieux comprendre. متمونك من عاقب يعاقب ظهرك ما تعرف من سابق ما هو نفسك أصحابي وقاربي قالوا عنك مالك هو صاحبي ولا أنا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي طموحي وأحلامي